Dans cette formation PowerPoint, nous allons mettre en pratique ce que nous avons appris précédemment, c'est-à-dire la manipulation des outils de dessin pour réaliser des créations graphiques complètes et démontrer que PowerPoint n'est pas simplement un logiciel qui permet de réaliser des présentations animées interactives. Ici, nous souhaitons créer des documents commerciaux professionnels comme une brochure par exemple de présentation, et sur cette brochure, pourquoi pas, différents éléments de communication comme une facture à l'aide des tableaux dans PowerPoint. Ce que vous avez sous les yeux est le résultat final à obtenir à l'issue de cette formation. Pour ce faire, nous commençons par le commencement, ça veut dire qu'après avoir démarré PowerPoint, nous avons toute une liste de modèles qui sont proposés, aucun a priori ne nous convient, donc nous allons partir d'une nouvelle présentation vierge en cliquant directement sur sa miniature. Vous voyez apparaître la seule diapositive de la présentation. Comme nous ne souhaitons pas en ajouter puisque nous allons travailler sur la conception unique de la brochure, nous n'avons pas besoin de ce volet de navigation des miniatures. Nous allons donc le réduire afin d'optimiser l'espace de travail. De plus, comme nous allons tout créer de A à Z, les deux éléments qui sont proposés par défaut, à savoir ces deux zones de saisie pour nous aider à placer et un titre et un sous-titre dans la présentation, nous allons supprimer ces éléments. Nous commençons par les sélectionner tous par le raccourci clavier standard CTRL A, la lettre A. Puis nous enfonçons la touche supre du clavier si bien que nous retrouvons en effet une diapositive vierge. L'orientation des diapositives dans une présentation PowerPoint par défaut est toujours l'orientation paysage. Néanmoins, nous allons le vérifier en passant par le ruban création, en cliquant sur le bouton taille des diapositives et en choisissant taille de diapositive personnalisée dans la liste. Dans la boîte de dialogue qui apparaît, vous avez la confirmation que votre diapositive est bien orientée en paysage. Nous allons choisir néanmoins un format qui est basé sur celui de la sortie papier de l'imprimante, c'est-à-dire le format A4 conventionnel, 21 cm de large sur 29,7 de haut, mais remarquez que les dimensions empruntées par la diapositive seront en dessous 27 et 19 en raison des marges. Donc nous cliquons sur OK pour valider ce choix et nous allons choisir l'option garantir l'ajustement de manière à ce que nos formes soient bien calées sur la diapositive. Comme il s'agit en effet de réaliser à l'issue une création graphique complexe et complète, nous avons besoin d'aide à la conception, d'ailleurs que PowerPoint propose afin de faciliter le placement des objets de dessin et leur dimensionnement. Pour ce faire, et avant de commencer la création, donc, nous passons par le ruban affichage dans lequel nous allons cocher ces trois cases, règles, quadrillage et repères. Vous notez l'apparition de la règle horizontale au-dessus de la diapositive, de la règle verticale à gauche de la diapositive, des repères qui se coupent à l'ordonnée 0 et à l'abscisse 0. Les repères sont précieux pour ajuster le placement des formes, ainsi que le quadrillage qui apparaît directement sur la diapositive. Il n'est pas utile pour nous dans cette création, mais nous l'avons affiché afin de démontrer qu'il pouvait être utilisé pour faciliter les conceptions des différents éléments graphiques. Enfin, nous allons cliquer sur le petit bouton d'option de la section affichée de ce ruban pour cocher une case très précieuse, aligner les objets sur la grille. Ainsi, nous allons activer le magnétisme. Cela signifie que lorsque nous allons tracer des formes, elles vont être naturellement attirées par le magnétisme des repères pour que leur ajustement et leur placement soient beaucoup plus précis et beaucoup plus faciles. Maintenant que nous avons en effet positionné l'ensemble des éléments d'aide à la conception, nous devons nous en servir. Nous pourrions juger, par exemple, que les repères ne ressortent pas assez par rapport au quadrillage. Donc nous pouvons changer leur couleur de manière à ce qu'ils ressortent mieux. Par clic droit sur le repère, en pointant sur couleur et en choisissant directement une couleur qui tranche. Et nous faisons de même pour le repère horizontal par exemple. L'objectif donc pour pouvoir dans un premier temps réaliser cette brochure sans le tableau, ça veut dire constituer de deux éléments graphiques essentiels, ces deux rectangles avec ces petits coins biseautés,
nous allons placer des repères qui nous aideront à positionner ces formes géométriques. Pour déplacer un repère, vous le cliquez et vous le glissez jusqu'à la position souhaitée. En vous aidant de la règle, vous le positionnez par exemple à environ 2 cm du bord gauche. Et puis, en maintenant la touche CTRL enfoncée, vous le déplacez de manière à créer une copie pour la positionner elle aussi, pourquoi pas, à environ 2 cm du bord droit, cette fois-ci de la diapositive. Nous allons placer le repère horizontal à environ 1,5 cm du bord supérieur de la diapositive, toujours en nous aidant des règles, en l'occurrence ici de la règle verticale, et nous allons faire de même avec la touche CTRL de manière à créer une copie qui, elle, sera positionnée à environ 1,5 cm du bord inférieur de la diapositive. Puis, pour pouvoir créer ces rectangles un petit peu particuliers, nous allons placer des repères qui vont nous permettre de les ajuster beaucoup plus facilement, toujours avec la touche CTRL pour les dupliquer, le premier à -3 cm sur l'axe des ordonnées et le second à environ -4 cm sur l'axe des ordonnées. Pour créer ces formes, ensuite, nous passons par le ruban Accueil et dans la section Dessin, vous voyez qu'il y a beaucoup de formes géométriques qui sont proposées. Nous allons choisir, quant à nous, le rectangle avec coin rogné en diagonale. Une fois qu'il est sélectionné, il suffit de se placer à l'intersection supérieure des repères, le tracer, le magnétisme va faire le reste pour nous aider à placer très précisément cette forme sur l'intersection des repères. Et puis, nous réitérons l'opération sur les repères de la partie inférieure, de manière à tracer le deuxième rectangle avec ses coins un petit peu spéciaux. Comme vous le constatez, lorsque vous tracez des formes géométriques, un ruban dédié s'active, le ruban format. Il propose tout un tas d'options qui permettent de manipuler ces formes, notamment pour modifier leur aspect. Encore une fois, au survol, c'est très pratique avant de valider, mais aussi leur contenu pour le texte ou encore de les manipuler entre elles de manière à changer l'ordre d'empilement, etc., etc. Ici, comme nous ne souhaitons pas faire tout le travail manuellement, nous allons appliquer un thème à l'ensemble de la présentation, ou plutôt de la diapositive ici, en passant par le ruban Création. L'avantage d'un thème est qu'il va répliquer un ensemble de préférences de mise en forme et d'attributs à la diapositive et à tous les éléments qui la composent, c'est-à-dire les arrière-plans, les couleurs de remplissage, les couleurs de texte, les bordures, etc. Dans la liste des visuels des thèmes, vous voyez que là encore une fois, au survol, vous pouvez directement constater l'incidence sur la diapositive. Nous allons choisir, nous, le thème traînée de condensation, qui propose des couleurs très vives. Mais pour chaque thème, des variantes sont proposées. Et il y en a une, en l'occurrence, qui a une dominante de couleur verte. C'est celle qui nous intéresse, nous l'appliquons, parce que le logo de l'entreprise que nous allons ensuite insérer a des couleurs vertes qui rappellent un petit peu celui que nous venons d'appliquer par le thème. En parlant de ce logo, donc vous voyez au passage que, en effet, les formes qui étaient en bleu à l'origine ont bien récupéré les préférences de mise en forme du thème, encore que là on ne voit que les bordures et la couleur de fond, mais vous verrez que quand on insérera du texte, ce texte sera saisi dans les attributs du thème également. Donc, pour le logo et revenir à nos moutons, nous allons passer par le ruban Insérer, cliquer sur le bouton Image et directement aller chercher le logo qui est proposé en téléchargement dans le descriptif de cette vidéo. Il est ici, nous l'insérons. Il se greffe bien directement sur la diapositive. À titre d'information, ce logo a été créé avec la formation précédente pour manipuler les outils de dessin et à l'issue, une fois que nous avions manipulé et recoupé ces formes pour créer ces effets de transparence, nous avions enregistré cette image directement au format PNG et non pas la présentation, le format PNG qui permet de conserver ces attributs de transparence. Donc, nous allons déplacer, positionner notre logo en haut à gauche de notre rectangle, et puis en agissant sur ces poignées d'angle, et puis en regardant les petits repères instantanés qui s'affichent directement sur la règle horizontale, nous allons réduire sa largeur de manière à ce qu'il fasse environ 5 cm de large, comme ceci. Une fois que nous avons placé notre logo, encore une fois, pour atteindre le modèle final, vous voyez que le logo ici est un peu plus petit, donc nous devons nous occuper
d'insérer le texte dans le rectangle de la partie inférieure. Nous allons commencer par réduire quelque peu, légèrement, ce logo, comme ceci par exemple, ce sera très bien, voilà. Pour ajouter un texte dans une forme géométrique qui n'est pas à l'origine prévue pour cela, il suffit de faire un clic droit sur la forme et dans le menu contextuel de choisir l'option modifier le texte. Dès lors, vous passez en mode saisie et vous pouvez donc saisir les différentes informations, ce que nous allons faire. Création, tourisme, vacances. Puis, nous allons enfoncer 2 fois la touche entrée de manière à laisser un paragraphe vide de séparation, saisir l'adresse comme ceci par exemple, 158 avenue de Provence, puis à la ligne, nous poursuivons BP 38, 83 000 Toulon, et nous allons finir par inscrire l'adresse email contact@ctv.com par exemple. Ensuite, nous allons faire ressortir le titre de ce texte différemment des autres. L'objectif est de pouvoir, là encore, rappeler des couleurs qui sont présentes dans le logo. Donc, nous le sélectionnons et par le ruban accueil, bouton couleur de police, nous allons lui appliquer une couleur violette qui est la même que celle du logo, lui attribuer un style de police gras. Nous pourrions de même augmenter, pourquoi pas, la taille de ce texte, mais nous partons du principe à ce stade que la mise en forme nous convient. Nous allons appliquer maintenant des attributs de mise en forme un petit peu particuliers pour les deux rectangles, car comme vous le voyez, ils ne sont pas tout à fait vert uni. En réalité, ils sont remplis d'un vert dégradé clair vers un vert un peu plus foncé. L'objectif donc est de pouvoir appliquer ces attributs de mise en forme de façon groupée. Donc, nous pouvons pourquoi pas sélectionner le premier et avec la touche Maj enfoncée, Shift du clavier, sélectionner le second. Ainsi, nous allons pouvoir répliquer les différents attributs ensemble. Et donc, par le biais du ruban format dédié à ces formes géométriques, nous allons activer le bouton remplissage et puis nous allons choisir un dégradé, par exemple, un dégradé vert. Bon, à vous de choisir ce qui vous convient le mieux. Quoi qu'il en soit, vous voyez que les propositions sont assez nombreuses, peu importe. Donc c'est une des possibilités que nous avons, mais il y en a bien d'autres qui sont proposées par les différentes options ici du ruban format, ou encore nous pourrions choisir d'appliquer des préférences de mise en forme groupée comme celles qui sont proposées ici dans les styles de mise en forme, et quand vous les faites défiler, vous remarquez que vous avez des attributs groupés qui vous sont proposés au survol à la souris, comme pour les thèmes de la présentation du ruban création. Nous allons, pourquoi pas, choisir ce style de mise en forme, remplissage dégradé vert, en cliquant pour valider ce choix. Et nous obtenons un rendu qui est assez proche, en fin de compte, de celui qui est proposé par le résultat final à atteindre. Toujours dans l'esprit ou dans l'objectif de coller au rendu final, vous voyez qu'il y a des petits effets qui ont été ajoutés ici sur les deux rectangles inférieurs et supérieurs pour faire des petites séparations stylées. Il s'agit d'une forme géométrique un peu particulière, déformée à l'issue, qui est le croissant de lune, ou plutôt la lune, que nous pouvons utiliser directement en repassant, par exemple, par le ruban création et en allant directement chercher la lune dans les différentes formes qui sont proposées. L'objectif, bien sûr, à l'issue, est de retrouver cette lune parce que vous constatez que ces formes sont très très nombreuses. Donc, pour pouvoir retrouver cette lune, nous allons nous remonter tout en haut et puis nous allons défiler la liste des propositions qui sont suggérées ici et nous allons tomber sur la lune qui nous intéresse. Nous pourrions d'ailleurs choisir, pourquoi pas, les secteurs qui ressemblent un petit peu à la forme que nous souhaiterions atteindre. Vous voyez qu'il y a des formes très particulières comme les cœurs, des smileys, et puis au final, nous finissons par trouver notre lune. Remarquez qu'il y a des petites formes géométriques que nous pourrions utiliser pour des effets particuliers, des connecteurs d'organigrammes ou autres. Quoi qu'il en soit, nous sélectionnons notre lune, nous la traçons de façon arbitraire directement sur la diapositive. L'objectif est qu'elle soit à l'horizontale. Nous allons pour ce faire utiliser sa poignée de rotation et avec la touche Maj du clavier, contraindre une rotation de 90 degrés horaires pour la mettre à plat.
nous allons la positionner ensuite directement sous le titre. Je vous rappelle que l'objectif à l'issue est de pouvoir réaliser une sorte de séparation graphique. Notez l'apparition du petit repère instantané qui montre que si vous relâchez la souris à cet emplacement, vous positionnez la forme directement au centre de la diapositive, ce que nous faisons. Et vous constatez en effet qu'elle est bien coupée par sa poignée centrale. Nous allons ensuite l'étirer avec ses poignées latérales jusqu'au bord respectif du rectangle qui la contient, comme ceci. Et puis, une fois que nous avons le résultat souhaité, vous remarquez ici d'ailleurs qu'elle mérite d'être étirée encore un petit peu plus, voilà, nous avons bien fait coïncider les bords. L'objectif donc est de faire en sorte que cette petite lune déformée, pour laquelle nous avons fait une rotation à 90 degrés horaires, est une couleur orange, sans contour. Alors c'est très simple, comme vous le savez, chaque forme géométrique greffée sur la diapositive a un ruban format qui lui est dédié. Avec le bouton contour, nous allons confirmer que nous ne souhaitons pas attribuer de contour. Et en ce qui concerne la couleur de fond, nous souhaiterions appliquer une couleur qui rappelle un peu les couleurs chaleureuses jaune-or du thème que nous avons appliqué. Alors il y a un outil qui est spécifique à PowerPoint et qui est très intéressant pour le remplissage quand la forme est sélectionnée, c'est la pipette, qui est un outil qu'on retrouve par exemple dans les logiciels de retouche photo comme Photoshop. La pipette permet de prélever une couleur existante, vous voyez, comme ceci, en faisant le survol d'un objet pour pouvoir l'appliquer directement à la forme sélectionnée. On va donc sélectionner un jaune or comme celui-ci, cliquer, et vous voyez que cette couleur est directement répercutée sur la forme en lune que nous avons déformée. Il nous faut une copie de cette forme. Eh bien, nous allons la déplacer comme pour les repères avec la touche CTRL enfoncé, et pourquoi pas, regardez bien la touche majuscule, maj, pour pouvoir contraindre son déplacement à l'horizontale. Ce sont toutes des techniques que nous avons énoncées lors de la première formation PowerPoint sur la manipulation des outils de dessin. Vous constatez que, contrairement au modèle en revanche, cette forme, bon, qui a une couleur peut-être un peu plus foncée, ce n'est pas très grave, c'est pour le principe, est par contre située au premier plan par rapport au logo, ce qui n'est pas intéressant puisque le logo du coup est masqué. Alors, il est très simple de pallier ce souci, nous allons cliquer avec le bouton droit de la souris directement sur le logo, et dans le menu contextuel, nous allons choisir de placer ce logo au premier plan, de manière à modifier son apparition dans l'ordre d'empilement. Donc il est vraiment positionné au-dessus de tous les autres objets à l'issue grâce à cette manipulation. Il nous faut maintenant, puisqu'il s'agit d'un modèle de brochure commerciale, écrire un texte directement sur la partie supérieure, au-dessus de cette forme de séparation, qui pourra être ensuite modifié à souhait lorsque le modèle que nous allons créer sera récupéré. Nous pourrions, pourquoi pas, choisir de répliquer cette forme, mais ce n'est pas qu'une zone de texte pour le titre, donc nous allons créer une zone de texte particulière. Nous pourrions, pour faciliter le placement, déplacer un nouveau repère avec la touche CTRL pour nous assurer que nous allons bien débuter la saisie de ce titre exactement sur la même verticale que celui du dessous, histoire de garder un peu d'homogénéité et de symétrie dans la présentation. La zone de texte, par le biais du ruban accueil, s'accède directement par la section dessin. Vous voyez, elle est ici, nous la cliquons, et puis nous allons la tracer, de manière à pouvoir saisir le texte de la présentation. Ensuite, nous allons taper un texte standard, votre titre ici, par exemple, comme le fait PowerPoint dans ses modèles suggérés, ou à cet emplacement. Nous le changerons lorsque nous travaillerons à partir de ce modèle, et pour qu'il ressorte bien, nous allons lui appliquer des attributs de formatage qui le mettent bien en évidence. Donc vous voyez que là on a réalisé le CTRL-A au clavier, de nouveau pour sélectionner tous les caractères qui sont inscrits dans la zone de texte. Par le biais du ruban accueil, nous allons formater ce texte en taille 24 pour qu'il ressorte bien. Nous lui appliquons de nouveau la couleur violette pour rappeler celle du dessous et celle du logo, et puis parce qu'il s'agit d'un titre, et nous formatons ce titre en gras. Nous pourrions aussi choisir de déplacer légèrement vers le bas cette zone de texte. Nous pourrions par exemple la sélectionner par son bord et la déplacer avec les flèches du pavé directionnel à votre guise, pour obtenir le résultat suivant. Voilà, notre modèle de documents professionnels commerciaux est prêt. Il s'agit maintenant justement de l'enregistrer en tant que tel, c'est-à-dire comme un modèle
Pour ce faire, nous passons par Fichier, Enregistrer sous, et dans la boîte de dialogue qui apparaît, le réflexe, après avoir cliqué sur le bouton Parcourir, ici, est de pouvoir choisir directement dans la zone type le modèle de présentation PowerPoint, c'est-à-dire étoile.potx. Et vous constatez que instantanément, PowerPoint vous dirige vers son dossier dans lequel il enregistre tous les modèles Office personnalisés. Donc ici, nous allons pouvoir renommer notre modèle afin qu'il soit explicite à la sélection pour les travaux à venir. Modèle, brochure, pourquoi pas. Et nous cliquons sur Enregistrer pour valider ce choix. Nous allons maintenant fermer cette présentation par CTRL-W, pourquoi pas. Et puis, nous allons redémarrer PowerPoint pour simuler le début d'un nouveau travail à partir d'un modèle personnalisé. Comme vous le constatez, il y a les modèles PowerPoint par défaut, et dans la catégorie personnelle qui est ici, vous notez l'apparition de tous les modèles que vous avez créés, avec en plus l'aperçu. Si toutefois il n'apparaissait pas, vous pourriez faire un clic droit aperçu d'ailleurs sur la miniature, comme c'est le cas ici. Et ensuite, vous cliquez directement sur la miniature et le bouton Créer pour valider ce choix afin de débuter le travail non pas du commencement, mais en récupérant tout un tas d'attributs de mise en forme et d'emplacement qui sont déjà prédéfinis, comme c'est le cas ici. Vous notez dans la barre de titre que le nom de cette présentation n'est pas modèle brochure.potx, mais présentation 7. Ça veut dire que nous avons récupéré toutes les préférences du modèle, mais détaché du modèle pour ne pas risquer de l'écraser par inadvertance en enregistrant ce travail par exemple. L'objectif ici donc est de poursuivre le travail en ayant simulé le fait que nous avons récupéré un modèle de présentation afin d'obtenir ce résultat final. Nous allons commencer donc par exploiter ce que le modèle nous propose en modifiant le titre. Nous cliquons directement dans la zone de texte. Par CTRL-A, nous sélectionnons tout le texte, puis nous modifions le titre « Votre facture » comme ceci. Il nous faut maintenant créer deux zones de texte sous le logo comme c'est le cas ici. Donc rien de plus simple. Nous repassons par la zone de texte de la section dessin du ruban accueil. Nous les traçons sous le logo de manière à pouvoir y insérer les informations telles qu'elles sont proposées dans le modèle final à atteindre, Toulon, le. Sachez que la date qui est proposée est une date dynamique. Donc, nous allons faire de même, Toulon, le. Et puis, par le biais du ruban inséré, constatez qu'il y a un bouton date-heure. Lorsque nous cliquons dessus, différents formats d'affichage de date sont proposés. Nous allons conserver celui qui est par défaut. Mais surtout, nous allons cocher la case mise à jour automatique puisque nous sommes en train de concevoir un modèle de facturation. Donc, la facturation pourra ainsi récupérer la date au moment où elle est créée. Et nous cliquons sur OK. Ainsi, cette date se mettra bien à jour. L'objectif, ensuite, est de pouvoir formater ce texte. Donc, nous allons le sélectionner comme nous savons le faire avec le CTRL-A. Nous allons lui attribuer, encore une fois, une police de couleur violette. Alors, si on se cale au modèle, on pourrait dire que vous voyez, sa police est légèrement plus petite, elle apparaît en gras néanmoins, donc nous allons réduire la taille de sa police, par exemple en 12, il s'agit d'informations de référence directement dans la facture. Alors, le 12 est un peu petit, nous allons choisir le 14 et le mettre en gras comme ceci. Et là, nous sommes beaucoup plus proches de ce que propose le modèle en effet. Peut-être qu'il faudrait éventuellement le recaler différemment, mais ici, c'est pas mal. Et pour éviter de refaire ces réglages de mise en forme sur la zone de texte du dessous, nous allons tout simplement dupliquer celle-ci avec la touche CTRL et puis la touche Maj pour assurer un déplacement à la verticale, et il n'y aura plus, en cliquant dedans, qu'à sélectionner l'ensemble du texte pour le modifier en récupérant donc tous ces attributs de mise en forme, numéro, facture, 2 points, puisque c'est une information qui doit être remplie au moment de la saisie de la facture. Maintenant que ces éléments ont été greffés, il s'agit effectivement de voir comment on peut créer des zones de cellules dans PowerPoint. Eh bien, sachez que PowerPoint propose exactement le même outil tableau que celui de Word. Par le biais du ruban inséré, vous avez un bouton
tableau. Ici, il nous faut 4 colonnes et 3 lignes, car nous avons une colonne pour les références, une colonne pour la désignation, les quantités et les prix unitaires. 3 lignes, puisqu'il y a la ligne de titre, la ligne des mentions légales, et puis la ligne de toutes les opérations. Remarquez que par le biais du bouton tableau, vous n'avez qu'à, au survol, glisser sur le nombre de cases que vous souhaitez en largeur et hauteur, et valider par OK. Notez néanmoins que si vous souhaitiez un tableau qui comporte plus de 10 colonnes et de 8 lignes, eh bien vous seriez obligé de passer par la commande insérer un tableau pour pouvoir aller au-delà. Bon, c'est une remarque, c'est exactement le même fonctionnement que celui que propose Word pour l'insertion de tableaux dans les pages du document. Nous allons cliquer sur les bordures de ce tableau de manière à pouvoir le déplacer, comme ceci, vers le bord droit de la diapositive, mais en laissant un petit espace afin que la présentation soit aérée. Nous allons réduire sa largeur à l'aide de l'une de ces poignées latérales pour ne pas chevaucher ni les textes ni le logo, comme ceci par exemple. On peut éventuellement consulter le modèle pour voir ce qu'il en est. Nous sommes à peu près conformes. On pourrait peut-être gagner un peu en largeur ici, mais surtout, nous allons optimiser l'espace de ce tableau en hauteur. Ce que nous allons constater à l'issue est que, en ayant réajuster les dimensions de ce tableau, il a été distribué. Ça veut dire que sur la largeur donnée et la hauteur donnée, chacune des cellules a pris une taille équivalente et en largeur et en hauteur, de manière à atteindre ces dimensions. Donc, ce n'est pas tout à fait ce qui nous convient, puisque en l'occurrence, il y a des colonnes qui doivent être plus larges que d'autres, et des lignes qui doivent être plus hautes que d'autres, puisque en l'occurrence, la référence est une colonne assez étroite, ainsi que la colonne quantité, contrairement à la colonne désignation. Idem, la deuxième ligne du tableau sera beaucoup plus importante que les deux autres lignes du tableau. Alors, encore une fois, lorsque on insère un élément dans PowerPoint, d'ailleurs comme dans Word et Excel, des rubans dédiés apparaissent, comme par exemple pour les tableaux, le ruban création qui permet entre autres de modifier les attributs de mise en forme de ce tableau, notamment avec des styles, vous voyez, toujours au survol, qui permettent d'appliquer des préférences groupées de mise en forme, mais aussi pour le texte, les bordures, et le ruban disposition qui lui permet directement de manipuler les cellules et les données dans ces cellules au niveau par exemple des alignements et des orientations. Nous allons commencer par modifier les largeurs de nos colonnes. En ce qui concerne la première colonne, vous voyez que pour la sélectionner intégralement, dans le but de modifier sa largeur, nous nous plaçons juste au-dessus. Le curseur se transforme en une flèche noire, nous cliquons et nous sélectionnons ainsi l'intégralité de la colonne. Et ici, nous allons modifier la largeur de cette colonne. Par exemple, on va dire à 2,24 cm, ça semble assez conforme à ce que nous souhaitons par rapport aux données qui doivent être inscrites dans cette colonne. Du coup, forcément, le tableau est réduit. Nous allons faire de même pour la troisième colonne. Ça veut dire que nous allons la réduire à 2,24. En tout cas, nous essayons de cette manière-là. Ainsi, nous avons des colonnes qui sont plus conformes. Le prix unitaire hors taxe doit être réduit légèrement aussi, mais peut-être pas autant. Donc, nous allons le réduire par exemple à 3,29. Si bien que nous avons gagné 2 fois 2 cm plus 1 cm, c'est-à-dire 5 cm. Pour obtenir la largeur initiale du tableau, nous allons donc augmenter de 5 cm la largeur de la colonne désignation à l'issue. Donc, nous allons la passer, par exemple, à 9,24. Nous devrions retrouver, vous voyez, comme ceci, la largeur finale. Donc, nous faisons des opérations très précises pour avoir des colonnes qui sont beaucoup plus proches que celles que propose la facture finale à obtenir, donc ce qui convient parfaitement à ce stade. En ce qui concerne les hauteurs de ligne, eh bien, il faut en même temps modifier la hauteur de la première et de la troisième. Alors, est-ce que c'est possible les deux à la fois, par exemple par la touche contrôle ou la touche maj? Vous voyez que non. Donc, ce n'est pas grave, nous allons sélectionner la première toujours en nous plaçant juste à gauche de la ligne pour avoir le curseur de la flèche noire dirigé vers la droite. Nous sélectionnons toute la ligne et dans le ruban disposition, nous allons par exemple passer sa hauteur non pas à 2,55 mais pourquoi pas à, on pourrait dire moins 1,40 à 1,15. On va essayer comme ça. On va voir si ça convient. Et puis, quand on saisira le texte dedans, surtout, nous allons faire de même pour la ligne du dessous. Donc, nous allons la passer à 1,15, comme ceci.
Et comme forcément nous avons gagné 1,40 fois 2, eh bien, de manière à avoir à l'issue une hauteur de tableau similaire à celle d'origine, nous devons donc augmenter sa hauteur de 2,80. Ça veut dire qu'à l'issue, nous devrions être ici à 5,35, ce que nous allons démontrer, du moins confirmer, en tapant la valeur de la hauteur de cette ligne. Voilà, c'est parfait. Et nous avons bien à l'issue un résultat qui est relativement proche de ce que nous souhaitons atteindre. Bon, pour l'instant, il y a quelques attributs de mise en forme encore à régler, mais petit à petit, en effet, nous nous rapprochons. Nous allons saisir les éléments dans les différentes cellules de ce tableau, en commençant par ref. Sachez que, comme dans tout tableau, qu'il s'agit d'Excel ou de Word, la touche tabulation du clavier permet d'activer la cellule suivante dans un tableau. Donc ce que nous faisons, et la combinaison majuscule tabulation, shift tabulation, permet de revenir en arrière pour naviguer au travers des cellules d'un tableau. Ici, nous inscrivons donc le texte désignation, puis ici le texte quantité, et enfin le prix unitaire hors taxe de cette façon. L'objectif est de pouvoir ensuite les aligner différemment. Vous constatez qu'ils sont tous centrés dans la hauteur. Les deux premiers sont centrés dans la largeur et les deux derniers sont alignés à droite pour être cohérents avec l'alignement des prix à l'issue dans la facture. Donc, nous sélectionnons les deux premières cellules, c'est très simple, comme ceci, et nous allons directement dans le ruban disposition. Vous voyez que nous pouvons à la fois donc centrer dans la largeur, dans la section alignement, mais aussi centrer dans la hauteur. Alors là, ça a bougé légèrement parce que effectivement la hauteur n'est pas suffisante. Néanmoins, le texte a bien été centré et dans la largeur et dans la hauteur. Ici, il s'agit d'aligner à droite pour être conforme aux chiffres, aux nombres dans les colonnes. Donc nous cliquons sur aligner à droite et remarquez bien que quand on va centrer dans la hauteur, effectivement, les textes se baissent légèrement. Ensuite, nous allons nous occuper du pied de cette facture. Il faut qu'il y ait des mentions légales qui apparaissent dans la partie inférieure de la facturation. C'est une manipulation particulière. Notez ici que sur une largeur de 3 colonnes, cette cellule a été fusionnée pour ne faire plus qu'une seule cellule. C'est encore une fois très simple avec les outils de conception des tableaux qui sont identiques dans PowerPoint et dans Word. On sélectionne ces 3 cellules et par le biais du ruban disposition, nous allons tout simplement cliquer sur le bouton fusionner pour obtenir à l'issue une seule cellule fusionnée dans laquelle nous allons saisir le texte des mentions, par exemple règlement, comme ceci, règlement sous 30 jours. Pour l'instant, nous ne nous soucions pas des attributs de mise en forme, sous peine de pénalité. Tant pis si effectivement on passe à la ligne. Par contre, là, on va imposer nous-mêmes un retour à la ligne pour inscrire le texte suivant, TVA en vigueur, 2 points, 20%, comme ceci. Il s'agit maintenant, bien sûr, de formater ce texte conformément à ce que propose le modèle. Donc, nous allons le sélectionner intégralement à la souris et par le biais du ruban accueil, nous allons lui attribuer une taille 12 par exemple, avec un gris foncé plutôt qu'un noir, de manière à ce que ces informations soient un peu plus sobres, comme ceci ou comme ceci. Et vous voyez que du coup nous avons une présentation qui est tout à fait intéressante. En ce qui concerne la dernière cellule qui est ici, c'est celle qui va afficher le total de la facturation. Donc nous allons commencer par lui attribuer une trame de fond qui va rappeler les couleurs que nous avons déjà empruntées. Le principe est donc le même. Par le biais du ruban création, nous choisissons l'outil trame de fond. Nous pouvons utiliser la pipette et puis prélever une couleur déjà existante. Ainsi, nous sommes en totale conformité et homogénéité avec le reste de la présentation, pour respecter une charte bien précise par exemple. Comme il s'agit d'un nombre formaté en euros à l'issue, eh bien, il doit être aligné à droite, et puis centré dans la hauteur, c'est très bien. Et en ce qui concerne cette deuxième ligne, nous pourrions choisir parce que, remarquez que lorsque vous tapez dedans, les informations sont beaucoup trop grosses. Nous allons donc formater ce texte en taille 12 par le biais du ruban accueil encore une fois, et puis pourquoi pas attribuer là aussi une couleur de police d'un gris un peu plus foncé cette fois-ci. Il faudrait que les alignements de ces deux colonnes soient à droite pour être en conformité avec les alignements des nombres dans les cellules, donc ce que nous faisons par le biais du ruban disposition pour les tableaux. Et si nous venions donc à vouloir remplir cette facture avec des informations telles que le propose le modèle, eh bien
par exemple, nous inscririons une référence comme c'est le cas ici. Et puis, nous allons inscrire la désignation. Voilà, une petite quantité qui doit normalement s'aligner à droite par défaut. La touche tabulation pour passer directement dans la colonne prix unitaire hors taxe. Nous allons pouvoir indiquer un prix. Vous voyez que tout est conforme. Nous pouvons repasser sur cette cellule et passer à la ligne de manière, pourquoi pas, à ajouter une nouvelle référence, ajouter avec la touche tabulation, et puis en passant à la ligne, une nouvelle désignation pour un nouveau produit consommé, et ensuite aller rajouter de nouvelles quantités, et à l'issue donc en tenant compte de la TVA qui sera appliquée par exemple sur le montant final de cette facture. Alors pour faire un calcul rapide de tête, nous avons 500 € hors taxe, donc si nous appliquons 20%, ça veut dire que nous rajoutons 600 €. Le montant total de la facturation sera donc de 600 €. Le montant avec la TVA, donc TTC. Et vous voyez que ici, s'il y a bien une chose que nous avions oublié, c'est de faire ressortir explicitement ce résumé du montant total de la facturation, d'ailleurs que nous pourrions, pourquoi pas, histoire qu'elle soit bien mise en évidence, augmenter la taille de la police, mettre en gras, et puis une couleur blanche pour trancher. À l'issue donc, puisque nous avons quasiment atteint le résultat proposé par le modèle, il conviendra d'afficher tous les repères, de désactiver l'affichage de tous les repères. Il nous manque un petit réglage de mise en forme néanmoins. Vous remarquez ici qu'il y a des bordures qui ont été modifiées, ne serait-ce que par leur couleur, sur le tableau final. Donc nous allons faire de même pour ce tableau que nous sélectionnons en cliquant sur son bord. Et par le biais du ruban création, encore une fois, pour l'apparence du tableau, nous allons commencer par modifier la couleur du stylet, c'est-à-dire celle qui sera appliquée pour les bordures, en sélectionnant une couleur grise qui rappelle celle qui a été employée pour notamment les textes à l'intérieur de la facturation, et par le biais de l'outil bordure, nous choisissons l'option toutes les bordures de manière à les greffer à l'ensemble de notre facturation. À l'issue donc, comme je vous le disais, par le biais du ruban affichage, et afin d'avoir une idée du rendu, nous allons désactiver les règles, ce qui me permet d'optimiser l'espace. Nous allons décocher le quadrillage et les repères pour y voir plus clair et obtenir un résultat, vous voyez, qui est tout à fait satisfaisant. Je vous le rappelle que nous avons créé de toutes pièces, et là où c'est encore plus intéressant, c'est que nous en avons conçu un modèle de manière à pouvoir concevoir tout document commercial professionnel en repartant des bases de ce modèle pour ne pas avoir besoin de tout refaire. D'ailleurs, si la facture était quelque chose que nous faisions souvent, eh bien, nous ferions de même. Ça veut dire que nous pourrions supprimer tous ces éléments de manière à avoir une facture vierge pour la proposer en tant que modèle, en repassant par enregistrer sous, parcourir, en choisissant bien un modèle de présentation PowerPoint dans la liste de manière à être redirigé dans les modèles Office personnalisés, et à proposer ici un titre suffisamment explicite pour l'utilisateur à venir que nous validons. Nous avons bien notre modèle, maintenant il doit être utilisé en tant que tel. Cela signifie que lorsque nous redémarrons PowerPoint, en effet, non seulement nous repartons des préférences directes de notre modèle de brochure, mais en plus avec tout ce qu'il faut pour réaliser notre facturation, puisque le tableau a déjà été greffé, mis en forme, ajusté. Nous n'avons plus qu'à remplir, ça va très vite, et nous avons bien un modèle de communication professionnelle commerciale pour une entreprise. Voilà, j'espère que ce deuxième volet sur la formation PowerPoint avec ses outils de dessin et puis ses outils de conception vous a plu. Si c'est le cas, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo. D'autres formations sur PowerPoint vont suivre. Petit à petit, nous arriverons bien aux présentations animées interactives, et sachez que vous pouvez retrouver tous les autres supports de formation, quel que soit le logiciel ou presque, sur le site www.bombache.fr. Je vous remercie.